Alors, John Perkins, Les Confessions d'un assassin financier, révélation sur la manipulation des économies du monde par les États-Unis, édition Alter. Le chapitre 4, Sauver un pays du communisme. De l'Indonésie, ce pays où je vivrai pendant les 3 prochains mois, j'avais une vision plutôt romantique. Dans les livres que j'avais consultés, j'avais vu de jolies femmes vêtues de sarongs aux couleurs vives, des danseuses balinaises, des chamans cracheurs de feu et des guerriers pagayant dans un long canoë creusé dans un tronc sur des eaux couleur d'émeraude au pied d'un volcan au cratère fumant. J'avais été particulièrement impressionné par une série de photographies montrant les magnifiques galions aux voiles noirs des célèbres pirates Bugis qui sillonnaient toujours les mers de l'archipel et qui avaient tellement terrorisé les premiers marins européens que ceux-ci, revenus chez eux, disaient à leurs enfants « Si tu n'es pas sage, les Bugis vont venir te chercher ». Ces images m'émouvaient beaucoup. L'histoire et les légendes de ce pays abondent en personnages démesurés. Dieux colériques, dragons de Komodo, sultans tribaux. Des histoires qui, longtemps avant l'ère chrétienne, ont traversé les montagnes d'Asie, les déserts de Perse et la Méditerranée pour s'implanter au plus profond de notre psyché collective. Les noms même de ces îles légendaires, Java, Sumatra, Bornéo, Sulawesi, séduisaient mon imagination. C'était une terre de mysticisme, de mythes et de beauté érotique. Un trésor que Colomb a cherché mais n'a jamais trouvé. Une princesse convoitée mais jamais possédée, ni par l'Espagne, ni par la Hollande, ni par le Portugal, ni par le Japon. Un rêve et un fantasme. J'avais d'immenses espoirs, qui reflétaient sans doute ceux des grands explorateurs. Comme Colomb, toutefois, j'aurais dû savoir modérer mes fantasmes. Peut-être aurais-je dû deviner que le destin ne s'accomplit pas toujours comme nous le prévoyons. L'Indonésie recelait effectivement des trésors, mais ce n'était pas le coffre à panacée que je m'attendais d'y trouver. En effet, les premiers jours que j'ai passés à Jakarta, la trépidante capitale de ce pays, à l'été 1971, furent traumatisants. La beauté était certes au rendez-vous. Il y avait des femmes magnifiques en sarongs multicolores, de luxuriants jardins de fleurs tropicales, de séduisantes danseuses balinaises, des cyclopousses avec de jolies images peintes sur le côté des sièges des passagers, des manoirs coloniaux hollandais et des mosquées à tourelles. Mais la ville avait aussi un côté laid et tragique. Il y avait des lépreux tendant leurs moignons saignants, des jeunes filles offrant leur corps pour quelques sous, des cloaques à la place des splendides canaux hollandais d'autrefois, des taudis de carton abritant des familles entières le long des rives, encombrées de détritus, des rivières noires, un tintamarre de klaxons et de fumées suffocantes. S'y côtoyaient la beauté et la laideur, l'élégance et la vulgarité, le spirituel et le profane. Tel était Jakarta, où l'enivrant parfum des girofliers en fleurs et des orchidées se mêlait au miasme des égouts à ciel ouvert. Ce n'était pas mon premier contact avec la pauvreté. Certains de mes camarades d'école, au New Hampshire, ne portaient en hiver qu'un mince blouson et des tennis élimés. Sans eau chaude pour se laver, ils empestaient la sueur séchée et le fumier. J'avais vécu dans les cabanes de boue de paysans andins, ne se nourrissant que de patates et de maïs séché, où un nouveau-né avait autant de chances de mourir que de survivre. J'avais donc déjà vu la pauvreté, mais rien de comparable à celle de Jakarta. Bien sûr, notre équipe était logée dans le meilleur hôtel de la ville, l'Intercontinental Indonesia. Propriété de Pan American Airways, tout comme les autres établissements de cette chaîne éparpillés sur tout le globe, cet hôtel satisfaisait les caprices de riches étrangers, particulièrement les directeurs des compagnies pétrolières et leurs familles. Le premier soir, notre directeur de projet, Charlie Illingworth, nous invita à dîner dans le chic restaurant du dernier étage. Charlie était un expert en matière de guerre. Il occupait presque tous ses temps libres à lire des livres d'histoire et des romans historiques portant sur les grands chefs militaires et les batailles importantes. Il était le type parfait du soldat de salon partisan de la guerre du Vietnam. Ce soir-là, comme d'habitude, il portait un pantalon kaki et une chemise de la même couleur, garnie d'épaulettes de style militaire. Après nous avoir accueillis, il s'alluma un cigare, puis il leva son verre de champagne en murmurant « À la belle vie ». Nous répétâmes après lui, en entrechoquant nos verres « À la belle vie ». À travers la fumée de son cigare, Charlie jeta un regard dans la salle. « Nous serons très bien traités ici », dit-il en hochant la tête d'un air approbateur. « Les Indonésiens vont prendre bien soin de nous, les gens de l'ambassade américaine aussi, mais n'oublions pas que nous avons une mission à accomplir. » Il regarda ses notes, inscrites sur une série de petites cartes.
En effet, nous sommes ici pour développer une stratégie globale pour l'électrification de Java, la terre la plus populeuse du monde. Mais ce n'est là que la pointe de l'iceberg. Son visage devint sérieux. Il me fit penser à George C. Scott dans le rôle du général Patton, l'un de ses héros. Nous sommes ici pour sauver ce pays de l'emprise du communisme, rien de moins. Comme vous le savez, l'Indonésie a une longue et tragique histoire. Maintenant, alors qu'elle s'apprête à entrer dans le XXe siècle, elle est encore une fois éprouvée. Nous avons la responsabilité de nous assurer qu'elle ne suive pas les traces de ses voisins du Nord, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Un système électrique intégré est l'élément clé de notre succès. Voilà ce qui, beaucoup plus que n'importe quel autre facteur, à l'exception peut-être du pétrole, assurera le règne du capitalisme et de la démocratie. Parlons du pétrole, dit-il en tirant une autre bouffée de son cigare et en tournant ses cartes de notes, nous savons tous à quel point notre pays en est dépendant. L'Indonésie peut constituer un puissant allié à cet égard. Par conséquent, alors que vous développerez cette stratégie globale, veuillez faire le maximum pour vous assurer que l'industrie pétrolière et toutes les autres qui la desservent, les ports, les pipelines, les compagnies de construction, obtiendront toute l'électricité dont elles auront besoin pendant toute la durée de ce plan de 25 ans. Il leva les yeux et me regarda. Mieux vaut faire l'erreur d'une surévaluation que le contraire. Vous ne voulez certainement pas avoir les mains souillées du sang des enfants indonésiens ou des nôtres. Vous ne voulez certainement pas qu'ils vivent sous la faucille et le marteau, ou sous le drapeau rouge de la Chine. Ce soir-là, alors que je reposais dans mon lit, bien en sécurité dans cette suite de première classe d'un hôtel de luxe dominant la ville, le visage de Claudine s'imposa à moi. Ses discours sur la dette étrangère me hantaient. J'essayais de me rassurer en me rappelant les leçons de mes cours de macroéconomie à l'école de commerce. Après tout, me dis-je, je suis ici pour aider l'Indonésie à se sortir d'une économie médiévale et à prendre sa place dans le monde industriel moderne. Mais je savais qu'au matin, en regardant par la fenêtre, je verrais, au-delà de l'opulence des jardins et des piscines de l'hôtel, les taudis qui s'étendaient sur des kilomètres. Je savais que des bébés y mouraient par manque de nourriture et d'eau potable, et que les enfants comme les adultes y vivaient dans de terribles conditions et y souffraient d'horribles maladies. Dans mon insomnie, il m'était impossible de nier que Charlie et tous les autres membres de notre équipe étaient ici pour des raisons égoïstes. Nous promouvions les intérêts de la politique étrangère des États-Unis et des compagnies américaines. Nous étions animés par la cupidité plutôt que par le désir d'améliorer la vie de la majorité des Indonésiens. Un mot me vint à l'esprit. Corporatocratie. Je ne savais pas si je l'avais déjà entendu ou si je venais de l'inventer, mais je trouvais qu'il décrivait parfaitement la nouvelle élite qui avait décidé de dominer la planète. C'était une fraternité très unie de quelques hommes au but commun et dont les membres passaient facilement des conseils d'administration de compagnie à des postes gouvernementaux. Je me rendis compte que Robert McNamara, alors président de la Banque mondiale, en était l'exemple parfait. Il était passé du poste de président de Ford Motor Company à celui de secrétaire à la défense sous les présidences de Kennedy et de Johnson, et il occupait maintenant le poste le plus important de la plus puissante institution financière du monde. Je me rendis compte aussi que mes professeurs d'université n'avaient pas compris la véritable nature de la macroéconomie. Dans plusieurs cas, aider à la croissance économique d'un pays ne fait qu'enrichir les quelques personnes se trouvant au sommet de la pyramide, tout en appauvrissant davantage ceux qui se trouvent au bas. En effet, la promotion du capitalisme a souvent pour résultat un système qui ressemble aux sociétés féodales du Moyen Âge. Si mes professeurs le savaient, ils ne l'avaient pas avoué, sans doute parce que les grandes compagnies et ceux qui les dirigent subventionnent les universités. Dévoiler la vérité leur aurait fait sans aucun doute perdre leur emploi, tout comme à moi. Ces pensées continuèrent à troubler mon sommeil pendant tout mon séjour à l'hôtel Intercontinental. Finalement, ma principale justification fut très personnelle. J'avais réussi à sortir de mon village, du New Hampshire et de l'école privée, et à échapper au service militaire. Par une série de coïncidences ainsi que par mes propres efforts, je m'étais taillé une belle place dans la vie. Je me confortais aussi en me disant que je faisais ce qu'il fallait faire dans le contexte de ma culture. J'étais en voie de devenir un économiste prospère et respecté. Je faisais ce que l'école de commerce m'avait préparé à faire. Je contribuais au développement d'un modèle sanctionné par les plus grands esprits des meilleurs groupes de réflexion du monde. Néanmoins,
Je devais souvent me consoler au milieu de la nuit par la promesse qu'un jour je dévoilerais la vérité. Je parvenais ensuite à m'endormir en lisant les romans de Louis L'Amour sur les bandits armés du Far West.